Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 1er juillet 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. DSA, DMA, l'Europe règle la mire dans le secteur de la tech, à lire sur e-commerce mag. L'e-commerce européen poursuit sa croissance, à lire toujours sur e-commerce mag. L'abonnement, nouvelle recette de la grande distrib pour fidéliser ses clients, à lire sur le JDN. Le luxe va-t-il enfin succomber au live shopping, à lire sur fashionunited.fr. Et enfin, Alinéa sauve les meubles et compte renouer avec la profitabilité en 2023, à lire sur e-marketing.fr. Je vous le rappelle, sur le site Les Digital Doers, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Mais avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. DSA, DMA, l'Europe règle la mire dans le secteur de la tech, à lire sur e-commercemag.fr en date du 1er juillet. Le DMA et le DSA visent à réguler les pratiques contestées dans le secteur de la tech en venant, pour le premier, réguler les pratiques commerciales et l'activité de marché des acteurs, et pour le second, améliorer la protection des consommateurs en termes de contenu, de profilage ou de vente en ligne. Retour sur 2 textes complémentaires qui renforcent l'arsenal des régulateurs. Après quelques rebondissements de dernière minute, le texte du DCA a finalement été validé le 13 juin dernier en vue d'une adoption définitive le 4 juillet prochain, en même temps que le DMA. Ces textes viennent directement répondre aux problématiques constatées ces dernières années dans le secteur du digital par les régulateurs européens. Ainsi, nombre des principes édictés par le DMA résultent des récentes sanctions infligées aux géants de la tech par les autorités de la concurrence ou même d'enquêtes en cours. De même, le DSA vient encadrer un certain nombre de dérives constatées sur le net et qui résulteraient du manque d'opacité inhérent au secteur. À quelques semaines de leur vote final, le contenu ayant fait l'objet d'un accord politique et étant donc acquis, nous voulions apporter un éclairage sur ces 2 textes ambitieux. Le DMA, dont l'application semble devoir relever largement de la DG Concurrence de la Commission, s'inspire largement de sa pratique décisionnelle. Il est en effet possible de rattacher quasiment chacune des interdictions prévues par le DMA et applicables au comportement des futurs gatekeepers, contrôle d'accès à qui le DMA s'appliquera exclusivement, à une pratique d'un des géants de la tech déjà sanctionné par la DG Concurrence. À cet égard, la Commission répond implicitement à une critique formulée à l'encontre de son action répressive dans le secteur de la tech et selon laquelle elle interviendrait certes de façon spectaculaire, avec des amendes élevées, mais souvent tardivement, a posteriori, et alors que de nouvelles pratiques seraient déjà en cours. En effet, le DMA prévoit d'abord un régime de notification qui occupera sans nul doute une grande partie de l'année 2023 et permettra à chaque acteur des marchés concernés de la tech de savoir s'ils sont ou non des gatekeepers en application du nouveau texte. En effet, seules les entités répondant à certains critères devront respecter les dispositions du DMA. Ce texte balaye assez large à ce sujet et identifie comme gatekeeper toute entreprise qui fournit des services de plateforme essentiels et qui atteint certains seuils quantitatifs d'activité. Pour certaines entreprises que chacun reconnaîtra, il est évident que le critère est rempli. D'autres, pour lesquelles la conclusion est moins immédiate, seront confrontées à un arbitrage stratégique, se signaler d'emblée à la Commission pour confirmer ou infirmer leur statut, à savoir ainsi s'ils entrent dans le champ d'application du DMA ou ne pas notifier pour éviter de se placer sous l'empire de ce nouveau texte très contraignant au risque de découvrir plus tard qu'ils entraient en fait dès le départ dans son champ d'application. Le DMA constituera-t-il sur le long terme une révolution
procédurale, similaire à celle qui, au début des années 1990, avait rendu obligatoire la notification à la commission des fusions-acquisitions qui dépassait certains seuils en chiffre d'affaires. Nous ne le pensons pas, dans la mesure où, contrairement au texte sur les concentrations, ce nouveau texte s'appliquera qu'à un seul acteur. Mais il va très clairement engendrer à court terme, pendant la période de notification initiale, un immense surcroît de travail à Bruxelles pour lequel il faut espérer que la Commission s'est équipée par avance. S'agissant du DSA, il y a bien sûr beaucoup de nuances à considérer dans ce texte, mais si l'on ne devait finalement ne retenir qu'une seule chose, ce serait sûrement le principe fort de transparence qu'il impose aux acteurs du net. Transparence tout d'abord parce que, alors même qu'il reprend le régime préexistant de responsabilité atténuée des hébergeurs, le DSA prévoit une exception à ce régime d'exemption si l'hébergeur en question a finalement délivré au consommateur une information de manière à laisser croire que le produit ou service proposé est fourni par lui ou par une personne agissant sous son contrôle. Transparence toujours parce qu'il est maintenant attendu des plateformes en ligne de fournir des explications claires quant à leur pratique de modération des contenus, production d'un rapport annuel avec informations détaillées et motivées, exposer des motifs de retrait de leur contenu à l'attention des utilisateurs et mise en place d'un mécanisme aisé de notification à disposition des utilisateurs permettant de signaler un contenu illicite. La publicité en ligne doit, elle aussi, être mise en œuvre de manière intelligible. Le consommateur doit se rendre compte que les informations affichées sont de la publicité, être mis en capacité d'identifier la personne pour le compte de laquelle celle-ci est affichée et obtenir des informations utiles concernant les principaux paramètres utilisés pour déterminer la cible à laquelle elle est présentée. Transparence encore que le DSA rend obligatoire pour les géants de la tech de rédiger un rapport annuel sur les risques systémiques importants trouvant leurs origines dans le fonctionnement et l'utilisation faite de leurs services et de mettre en place des mesures d'atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces. Il s'agit là d'une avancée importante apportée par le DSA. L'Union européenne a compris qu'elle n'était pas toujours en mesure de contrôler les grands acteurs du numérique. Qu'à cela ne tienne, elle leur impose dorénavant non seulement de se contrôler eux-mêmes, mais encore d'expliquer comment ils entendent le faire. En 2016, Sidonie Gallo et Lise Verlaet publiaient un article intitulé « Transparence, l'utopie du numérique ». La réponse à cette question semble prévue pour 2024 avec l'entrée en application du DSA. L'e-commerce européen poursuit sa croissance, à lire sur e-commercemag.fr en date du 1er juillet. E-commerce Europe et Eurocommerce publient conjointement le rapport 2022 sur l'e-commerce européen. En 2022, le commerce en ligne en Europe a enregistré une croissance de 13% pour atteindre 718 milliards d'euros. Après le pic de la pandémie de Covid-2019, l'e-commerce est encore plus ancré dans l'économie et la société. Le taux de croissance est resté stable, même s'il a légèrement augmenté par rapport à 2020. Le chiffre d'affaires B2C montre que l'e-commerce continue de croître malgré la fin des confinements et le retour des consommateurs en magasin physique. Globalement, deux tendances peuvent être identifiées. D'une part, la normalisation et la stabilisation des ventes par rapport à une année précédente exceptionnelle. En effet, l'e-commerce a continué à progresser en 2021 et il semble que cela sera également le cas en 2022, la croissance se stabilisant lentement. D'autre part, le rapport souligne la prudence des consommateurs en termes de dépenses, la guerre en Ukraine, l'inflation, la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales et un sentiment général d'inquiétude conduisent à une croissance de niveau pré-pandémique. Le fait que les ventes e-commerce ne connaissent qu'une légère baisse jusqu'à présent montre que le secteur est devenu indispensable et résilient. En parallèle, l'e-commerce de services, transport, tourisme et loisirs, a connu une reprise constante au cours de l'année 2021. L'Europe occidentale, la région la plus forte en termes de chiffre d'affaires. Le rapport 2022 sur l'e-commerce européen porte sur 37 pays du continent européen, révélant des informations fondées sur des données concernant la taille actuelle et prévue de leur marché numérique et les tendances des consommateurs en matière d'utilisation d'Internet et d'achat en ligne. Le rapport comprend les données et les tendances les plus récentes concernant la pénétration d'Internet, la pénétration des achats en ligne et le chiffre d'affaires du commerce électronique B2C, pour l'ensemble des 37 pays, avec un regard concentré sur les données de l'Europe à 27.
Il contient également des entretiens avec les responsables des principales associations nationales e-commerce et d'autres informations précieuses pour les commerçants, les décideurs politiques et les parties prenantes de l'e-commerce au sens large. L'Europe occidentale est, de loin, la région la plus forte en termes de chiffre d'affaires de l'e-commerce B2C, avec 63% du chiffre d'affaires total pour 2021. L'Europe du Sud suit en deuxième position avec seulement 16% du chiffre d'affaires total, tandis que l'Europe centrale et l'Europe du Nord arrivent en troisième et quatrième position, 10 et 9% respectivement. Et l'Europe de l'Est, 2% en dernière position. En 2021, l'Europe occidentale a réalisé 450 milliards d'euros de ventes en ligne contre 118 milliards d'euros pour l'Europe du Sud, 70 milliards d'euros pour l'Europe centrale. L'Europe du Nord était juste derrière l'Europe centrale avec 67 milliards d'euros, suivi par l'Europe de l'Est avec 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'autres résultats clés montrent qu'en 2021, 73% des internautes européens en ligne des Européens ont acheté en ligne contre 74% en 2020. Bien que cela reflète une légère baisse des achats en ligne après la pandémie, plusieurs associations nationales de l'e-commerce ont commenté que la diminution était inférieure à ce qui était prévu et certaines ont même signalé une augmentation des achats en ligne sur leur marché. Pour la première fois, l'Europe du Nord a la plus grande part d'acheteurs en ligne avec 86% des utilisateurs d'Internet ayant fait des achats en ligne en 2021. Elle est suivie par l'Europe occidentale avec 84% et l'Europe centrale avec 75%. L'Europe de l'Est, qui comprend un nombre important de pays hors de l'Union européenne, ne compte que 46% d'internautes ayant fait des achats en ligne en 2021. L'abonnement, la nouvelle recette de la grande distrib pour fidéliser ses clients, à lire sur le JDN en date du 24 juin. En quête de consommateurs plus assidus, de nombreux distributeurs ont récemment lancé leur offre d'abonnement entre services et réduction. Quelles sont les meilleures stratégies de rétention ? Les retailers français ont multiplié leur offre d'abonnement ces dernières années, que ce soit Carrefour Plus, Casino Max, Darty Max ou encore Monoflix. Les formules proposées ont envahi l'Hexagone, mais pas seulement. Outre-Atlantique, Walmart a développé Walmart Plus, Ivy Plus et en Australie, Woolworths a lancé Woolworths Delivery Unlimited. Comment expliquer cette prolifération ? Amazon a accéléré sur l'alimentaire pendant la pandémie. Beaucoup de retailers ont suivi et de nombreuses offres d'abonnement sont sorties en 2020, explique Michael Mansart, Principal Director of Subscription Strategy IMA chez Zuora, une plateforme spécialisée dans la gestion des offres d'abonnement. Il y a eu la progression du quick commerce, poursuit-il. D'après UBS, le marché de l'abonnement s'élevait à 650 milliards en 2020 et pourrait atteindre 1500 milliards de dollars en 2025. Aux États-Unis, Amazon Prime comptait 148,6 millions d'utilisateurs en 2021, d'après les données récoltées par Statista, soit près d'un foyer sur deux. Les distributeurs ont donc réagi en proposant eux-mêmes des abonnements pour fidéliser leurs clients pendant la crise sanitaire. Pour l'expert en marketing du commerce Frank Rosenthal, face à Amazon, la stratégie d'un Walmart par exemple est défensive. Il s'agit d'éviter au maximum que des clients partent chez Amazon. Ils offrent en règle générale la livraison de courses gratuites ou des réductions de prix. De manière générale, la distribution américaine est plus dans le service et leurs clients en redemandent. En France, la réduction de prix et l'habillage de l'offre d'abonnement, poursuit Frank Rosenthal. Courses au moins 10 ans. Sur cette question du prix, c'est Carrefour Plus qui est le mieux disant. L'enseigne teste dans la région de Rouen depuis septembre 2021 une formule d'abonnement à 5,99 € par mois qui donne lieu à 15% remboursés sur 7000 produits de marque Carrefour et un autre à 7,99 € qui donne lieu à 15% remboursés sur l'ensemble des produits frais traditionnels du marché. De toutes les offres d'abonnement proposées, c'est la moins chère et également celle qui donne lieu à la plus forte réduction. L'opération semble le prendre puisque l'enseigne a indiqué à France Info que le panier moyen de ses abonnés était 30% supérieur à celui des non-abonnés. Aux États-Unis, Walmart se démarque en proposant des réductions sur l'essence de l'ordre de 5 centimes de dollars par gallon.
Face au prix de l'essence en forte augmentation, le distributeur profite de son maillage territorial pour proposer un avantage, détaille Frank Rosenthal. Il y a aussi les Early Access en magasin, le Click and Collect gratuit. C'est un programme à mi-chemin entre le service et la réduction. Walmart a un réseau et le valorise pour faire face à Amazon. Quand nous prenons le recul, note Michael Mansart de Zuara, le prix et la livraison sont les principaux leviers de concurrence, mais il y a un risque qu'une course au moins-disant se fasse, poursuit-il. Les distributeurs ne doivent pas perdre de vue que l'objectif est aussi de fournir un service supplémentaire à leurs clients. La fidélisation, l'objectif final. Les enseignes déjà bien positionnées sur les prix souffrent moins d'un déficit de fidélisation. En France, ceux qui sont bons sur leurs prix, comme Lidl ou Leclerc, n'ont pas besoin de proposer des formules d'abonnement, tranche Frank Rosenthal. Pour les autres, l'abonnement est une solution de rétention des clients. Notre ambition est de faciliter le plein de courses et de récompenser la fidélité des clients sur l'ensemble de leurs achats alimentaires et hygiène, nous ont indiqué les équipes de Monoprix par écrit. Ce nouveau service répond à 2 enjeux majeurs pour Monoprix: retenir et mieux engager nos clients du quotidien et ancrer durablement notre enseigne dans leur quotidien. L'enseigne enregistre depuis le lancement de son abonnement en août 2021 plus de 100 000 abonnés en proposant 10% de remise immédiate, la livraison gratuite sur les commandes passées en ligne ou encore un service client disponible sur WhatsApp. Pour Michael Mansart de Zuara, c'est le service de Monoprix qui a le plus de potentiel car l'enseigne a adopté les codes qui font le succès des formules d'abonnement proposées par Amazon ou Netflix. Les enseignes du groupe Casino ont par ailleurs segmenté leur offre. D'un côté, Monoprix Pro s'adresse aux professionnels avec une réduction de 10% en ligne et en magasin, un espace dédié aux factures et la gestion des notes de frais intégrées à la plateforme Chine. De l'autre, Casino Max est proposé aux seniors à un prix réduit, 30 € par an contre 90 € au tarif normal. Pour Michael Mansart, les marques ont tout intérêt à accélérer par segment. Grâce à leur data, elles sont capables de créer des profils avec des services correspondants. La personnalisation est une des clés du succès des abonnements. Valeur de marque. Côté service, Walmart propose son service In-Home Delivery. Pour 20 $ par mois, un livreur dépose les courses directement dans le réfrigérateur des abonnés. Il entre grâce à une serrure connectée et le client Walmart peut directement interagir avec lui. Ce service compte déjà 4 millions d'abonnés et Walmart vise les 30 millions en 2022, nous indique Michael Mansart. Les enseignes doivent mettre en place des abonnements qui correspondent à leur ADN. Darty, qui se démarquait déjà sur le terrain par la réparation avec son identité liée au contrat de confiance, propose maintenant l'abonnement Darty Max. Les 3 formules proposées couvrent l'assistance sur l'électroménager et sur l'électronique du foyer, avec la prise en charge du diagnostic, du déplacement, des pièces détachées et de la main-d'œuvre nécessaire à la réparation. Les retailers, avant de lancer leur offre d'abonnement, doivent déterminer ce qui a du sens pour leurs clients, note Michael Mansart. Avec Darty Max, l'enseigne joue sur l'un de ses points forts et va en plus se positionner comme un acteur engagé dans la durabilité des produits, conclut-il. Le luxe va-t-il succomber au live shopping? À lire sur fashionunited.fr en date du 30 juin. Lauréate du prix LVMH Prize en juin 2021, l'entreprise suédoise Bumbuser peut compter sur le soutien du géant français du luxe qui reconduit pour une durée de 3 ans son contrat avec la start-up. Le luxe croit-il enfin au live streaming shopping? C'est ce que peut laisser croire le communiqué de Bambuser, l'entreprise basée à Stockholm, qui précise avoir renouvelé pour une durée de 3 ans son contrat avec LVMH. Le groupe présidé par Bernard Arnault avait montré dès l'année dernière son vif intérêt pour des solutions de vidéo achat développées par la start-up en lui offrant, en tant que lauréate du LVMH Innovation Award 2021, 6 mois d'accompagnement personnalisé dans le cadre du programme La Maison des Startups hébergée à Paris. Offre bientôt suivie de la signature d'un contrat d'une durée minimum d'1 an. Il faut dire que les programmes proposés par Bumbuser, qui a également remporté le prix Omnichannel and Retail Experience en 2021, ont rapidement été mis en pratique au sein de LVMH puisque l'entreprise travaille désormais avec le segment parfumerie de Christian Dior ou encore avec la marque Make Up For Ever.
et la digitalisation accrue des usages depuis le début de la pandémie ne devrait que renforcer la curiosité des grands acteurs du luxe, même si pour l'instant le live stream shopping a surtout connu une percée spectaculaire en Chine et dans une bien moindre mesure en Europe auprès d'enseignes telles que les Galeries Lafayette ou de marques de grande diffusion comme celle du groupe Beaumanoir. Les maisons de luxe et de mode haut de gamme, quant à elles, hésitent toujours à franchir le pas. Renforcement de la solution live shopping en one-to-one. En renforçant leur solution one-to-one, les entreprises telles que Bumbuzzer changent la donne. L'upgrade de l'interface premium proposée par l'entreprise suédoise, par exemple, est conçu comme une session de shopping par appel vidéo entre un expert de marque et un internaute. Les produits peuvent être présentés et achetés en direct, tandis qu'un insert de visualisation offre la possibilité de basculer l'écran en répartition 50-50 afin d'atténuer la surface de consultation des produits. D'augmenter la surface de consultation des produits. Les utilisateurs peuvent enfin naviguer en direct au fil d'une sélection de produits préparés à l'avance par l'expert. La solution peut également être reliée au CRM afin de maintenir le contact clientèle au-delà des sessions vidéo. Cette interface conjuguera-t-elle enfin la solution d'exclusivité des maisons de luxe avec les facilités offertes par les nouvelles technologies ? Toujours est-il que, dans un communiqué, Bumbuzzer précise que le renouvellement pour une durée de 3 ans de son contrat avec le géant du luxe s'articule autour d'un accord portant à la fois sur sa solution one-to-one, mais aussi sur sa technologie de live video shopping One-to-Many qui se traduit par des émissions hébergées en natif sur les sites des marques. Alinéa sauve les meubles et compte renouer avec la profitabilité en 2023, à lire sur e-marketing.fr en date du 27 juin. L'entreprise française de mobilier et décoration, fondée à Avignon en 1989, a touché le fond en mai 2020. Placée en redressement judiciaire, la marque, reprise par Alexis Muliez et l'association familiale Muliez, a depuis modifié son modèle de fond en comble. Alinéa a versé petit à petit dans les codes de la grande distribution, jusqu'à perdre son âme, témoigne Alexis Muliez, directeur général d'Alinéa, qui a repris la marque en 2017, avec la ferme intention de la repositionner sur son cœur de métier historique, le produit, de mettre en valeur ses engagements et de mener une forte accélération sur le digital. Un plan de transformation sur 5 ans a ainsi été déployé dès 2017 et mené tambour battant jusqu'à ce jour, et ce malgré un redressement judiciaire en mai 2020 et la crise du Covid-19. En 2022, le plan connaît son point d'orgue. La nouvelle plateforme de communication de la marque, la Maison Française, voit le jour. Une signature qui, selon son directeur général, en dit beaucoup sur le renouvellement de la gamme, qui se veut un miroir de l'art de vivre. Avec le terme de la maison, nous soulignons que nous ne sommes pas simplement des vendeurs de meubles, mais des inspirateurs et des partenaires de la décoration des lieux de vie de nos clients. Plus question donc d'être comparé à Ikea. Alinéa est une maison qui plus est une maison française, par ses actionnaires, mais aussi du fait de la relocalisation de ses achats et de sa production dans un périmètre proche de l'Hexagone. Alinéa revendique ainsi près de 60% de ses produits fabriqués en France, en Europe et dans le bassin méditerranéen. Le Made in France représente 25% de la production, quand la marque conçoit et fabrique sur le territoire français 100% de ses produits de literie et de parfumerie d'intérieur, mais aussi près des 2/3 de ses canapés. Chaque fois que cela est possible, nous travaillons directement avec les industriels et les artisans, confirme Alexis Muliez, et moins avec les grossistes, un vrai changement de paradigme. La maison méditerranéenne. Fini aussi l'offre produit démesurée, l'enseigne passe de 36 000 à 10 000 références, plus qualitatives, recréées ex nihilo pour refléter la singularité d'Alinéa, dont le style est inspiré de la lumière du Sud. La marque ne se cantonne pas pour autant à ses fondamentaux et rouvre la verticale cuisine à partir de l'été 2022 dans le magasin d'Herblay-sur-Seine dans le 95, puis dans l'ensemble des boutiques à la fin de l'année. Un segment important qui représente, selon le directeur général, 1/3 du marché du meuble en France. Alinéa doit désormais gagner en notoriété spontanée pour espérer renouer avec la profitabilité en 2023. En notoriété assistée, l'enseigne peut se vanter d'être connue par la quasi-totalité des Français, 95% sur zone de chalandise, avec une bonne présence à l'esprit, et 85% sur le territoire.
Une vaste campagne de communication menée en mai 2022 en soutien à la signature de la marque devrait contribuer à cet objectif de considération à l'achat. Au programme de l'activation affichage, 8500 faces sur le territoire, presse, plateforme de replay, plateforme vidéo telles que YouTube et Dailymotion, mais aussi du display. Nous sommes à cette étape importante où nous devons augmenter de manière significative le trafic dans nos magasins et sur notre site e-commerce pour renouer avec la profitabilité, relève Alexis Muliez. Cette nouvelle campagne va nous y aider et nous concentrons également nos efforts à l'amélioration de l'expérience client sur notre site. Nous travaillons sur une stratégie de déploiement via un réseau de franchisés et nos produits seront en vente sur plusieurs marketplaces, poursuit le DG d'Alinéa. Concrètement, le réseau de 14 boutiques, dont un showroom à Saint-Germain-des-Prés à Paris, le premier magasin en centre-ville, sera complété par un magasin en franchise à Villefranche-sur-Saône en septembre 2022 et au Havre en 2023. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.